Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors, super content aujourd'hui, je reçois Xavier Lemaire. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, tu peux nous dire quelques mots sur toi, enfin tu as le droit à plus que quelques mots, bien évidemment. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux auditeurs pour qu'ils sachent un peu qui tu es? Alors voilà, moi je suis Xavier Lemaire, je suis comédien, metteur en scène. Mon parcours c'est le théâtre. J'ai mis en scène une 40aine de spectacles, j'ai joué une 60aine de rôles. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance d'obtenir un Molière en 2015, le Molière du meilleur spectacle théâtre public. J'ai eu aussi 2 autres nominations en 2019, un pour la mise en scène de Un cœur simple avec Isabelle Andréani pour la catégorie Molière du meilleur seul en scène, et un pour Grégory Baquet dans la catégorie meilleur acteur dans un spectacle de théâtre public. Donc voilà, mon parcours c'est un parcours de passionné de théâtre, un parcours opiniâtre qui va de l'envie d'un enfant de faire du théâtre jusqu'à l'accomplissement un petit peu de ses rêves et de ses désirs, puisque j'ai eu la chance de jouer Signé Dumas il n'y a pas longtemps au Théâtre La Bruyère, que je mets en scène aussi les spectacles que j'ai envie de mettre en scène, des spectacles avec 12 acteurs, enfin voilà, des grosses productions, et puis des productions plus intimes, voilà. Alors justement, quand tu es dans une grosse production, on va pas parler que de ça, mais notamment dans une grosse production, c'est un paquebot, quoi. Ah oui, c'est vraiment un paquebot, parce que mettre en scène un spectacle avec 12 acteurs, déjà c'est avoir un texte. Souvent je participe à l'élaboration du texte. Après c'est trouver des producteurs. Ce sont des spectacles qui coûtent entre, on va dire, 400 000 euros et 800 000 euros, quoi, le spectacle. Je parle de la production au départ du spectacle. Donc il faut trouver des partenaires financiers et puis des gens qui vont exploiter le spectacle, c'est-à-dire au cinéma on parlerait de distributeurs, là il faut trouver des théâtres qui vont recevoir le spectacle et permettre son exploitation. Et puis après il faut créer toute une équipe technique qui va être décor, lumière, costume, vidéo, musique, etc. Donc trouver tous ces créateurs, et puis les acteurs pour interpréter ce rôle, et puis tous ceux qui gravitent autour, attachés de presse. Une vraie PME. Oui, alors à la différence d'une PME, c'est que une PME, ça va être une exploitation de 3, 4, 5 ans, on fait toujours la même chose, tandis que là, on se bat pour un projet unique. Je dis souvent au théâtre et mettre en scène au théâtre, c'est un peu rassembler ce qui était part. C'est créer des synergies, des énergies, créer l'harmonie dans toutes ces énergies, parce que évidemment, quand on affronte différents corps de métier, on a toujours des gens qui vont en contradiction les uns contre les autres. Et ton rôle là-dedans, ça va être quoi alors ? Eh ben, mon rôle, c'est de choisir. Mon rôle, c'est de regarder. Mon rôle, c'est de décider. Et donc, par moment, le rôle du metteur en scène est un rôle, j'ai envie de dire, on se met en haut de la montagne
et on regarde, et on écoute, et on dit ça oui, ça non. Alors souvent on dit 9 fois non pour une fois oui. Mais ça devient capital. Est-ce que la robe sera rouge ou bleue? On ne sait pas. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que le décor est de telle couleur, les éclairages vont amener ça. Ah, le rouge est mieux. Non, le rouge va créer un regard différent. Ah, c'est mieux le bleu. Donc c'est ces choix-là qui sont par moments pensés et par moments totalement instinctifs. Et puis ce sont des choix aussi en fonction d'une économie. C'est-à-dire qu'au théâtre, on est évidemment soucieux des coûts. Et que un spectacle peut coûter tout et son contraire. Je vais faire le choix d'une fleur, par exemple, qui sera dans un pot, dans le décor. Ma fleur peut coûter, je sais pas moi, 3 000 €, elle est en or, et puis elle peut coûter même pas 3 € parce qu'elle va être en papier crépon. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est important pour le spectacle? Donc c'est un peu cerner les importances et de se dire aussi qu'au théâtre, ce qui est important, c'est l'acteur, c'est le moment de représentation, c'est ça que les spectateurs viennent voir. Et le travail du metteur en scène, il est d'être, entre guillemets, le premier spectateur. Celui qui va coordonner tout ça pour que ce soit digeste, pour que ce soit lisible, pour que ce soit audible, pour que ce soit vivant, pour que ce soit plein de suspense, bref, se mettre dans l'état d'un spectateur lambda qui tout d'un coup ne connaît pas l'histoire, ne connaît pas forcément les acteurs, ou même s'il les connaît, il les a jamais vus dans ces rôles-là. Et qu'est-ce qui va faire que ça va le surprendre? Ça va, à un moment donné, lui décharger du soudain. J'aime bien dire, on dit souvent à bientôt, moi j'ai envie de dire à tout soudain. Quelque chose de soudain, voilà. Et créer cette soudaineté, ça c'est le propre de la vie. La vie est finalement intéressante quand elle est soudaine, quand on ne s'y attend pas, quand d'un coup ça débusque. Alors cette soudaineté, on la crée, et c'est le rôle du théâtre. Et qu'est-ce que tu penses je dirais, du théâtre un peu minimaliste? Parce que je dirais que je connais ton théâtre et il est plutôt, je dirais, généreux. Je n'oppose pas minimaliste à généreux, mais je voulais une partie, si tu veux, de la tendance qu'on pourrait avoir dans notre société, c'est d'aller toujours vers l'efficacité. Tu vois? Et donc, alors, oui, j'entrevois ce que tu veux dire. On parle de théâtre minimalisme. Je pense que l'émotion fait peur, en règle générale. Donc, on a souvent tendance à dire aux gens, n'en fais pas trop, surtout, soit non, ça sert à rien d'aller trop fort, trop loin. On voit ça dans les téléfilms actuellement, où le personnage va dire je t'aime, t'es vraiment la femme la plus belle du monde, et puis 2 minutes après il va dire voilà, je te quitte, t'es vraiment insensé dans ta vie, etc. Et il leur a dit ça de la même façon, parce qu'il faut pas en faire trop. Moi j'ai remarqué que mon plaisir de spectateur, il a toujours été dans un certain lyrisme des acteurs. J'ai toujours aimé Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret, Jean Rochefort, des acteurs qui avaient du mot, qui avaient de la je dirais du charisme, qui avaient de la verve, qui avaient de la caverne, on va dire. Ils avaient de la caverne en eux. Et donc moi j'aime ça. Et vis-à-vis de ça, oui, moi j'aime bien quand les situations peuvent être extrêmes, parce que c'est là où elles nous touchent. Quand vous vous baladez dans la rue, que vous voyez un couple qui s'engueule, on s'arrête, on est badaud, on a envie de savoir. Pourtant, ça ne nous intéresse ni d'Ève ni d'Adam. On est là, mais on a envie de suivre, mais on n'a pas envie d'intervenir.
Mais tout d'un coup, elle lui a dit ci, il lui a dit ça, ceci, cela. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le spectateur, il faut qu'il retrouve ce côté badaud. Et ce côté badaud, il est créé parce qu'il y a des émotions. Les émotions, c'est la vie. Et souvent, dans la vie actuelle, on a tendance à masquer les émotions, à dire non, surtout, il faut que tout soit lisse. Eh bien non. Je pense que c'est intéressant quand les choses ne sont pas forcément lisses. Et que le plaisir des disputes, c'est la réconciliation. Je voulais que tu nous parles de tes grands choix. Tout à l'heure, tu as dit un mot important, c'est qu'il faut savoir faire des choix. Je pense que c'est pas propre au monde du théâtre, mais c'est propre à tout entrepreneur, à tout créateur. Oui. Et donc, c'est quoi les choix les plus difficiles que tu as eu à faire? Alors, je dirais, au départ, il y a une phrase qui m'a habité depuis très longtemps, qui est de Victor Hugo, qui dit « Vivre, c'est choisir, aimer, c'est agir ». Parce que oui, vivre, c'est choisir. Et, à contrario, je n'aime pas les gens qui disent faire un choix, c'est créer des renoncements. Non. Le propre de la vie, c'est de faire un choix. C'est d'aller à droite ou à gauche. C'est d'aller au centre ou derrière. Le propre de la vie, c'est celui-là. Et que celui qui ne sait pas choisir, eh ben, il ne vit pas, finalement. Ah oui, il a toujours les possibilités de choisir. Mais tant qu'on ne choisit pas, on ne vit pas, on ne fait rien. On reste dans sa bulle. Et donc ça, c'est la première qualité pour moi de ceux qui veulent entreprendre, c'est de faire des choix. Alors évidemment, la difficulté du choix, c'est de se dire, quel est le bon choix? On se pose toujours la question. Je crois que cette question est mauvaise. Il n'y a pas de bon choix. Il y a d'abord une écoute de soi. Il y a des choix dans lesquels on saura s'en sortir. Il y a des choix dans lesquels on ne saura pas s'en sortir. Donc, la première qualité, c'est de se connaître soi-même. Et ça, c'est évidemment une histoire d'expérience. Et j'aime cette phrase de Confucius qui dit que l'expérience est comme une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient. Et effectivement, il faut se forger, faire des expériences. Faire des expériences, c'est peut-être, entre guillemets, avoir quelques échecs, mais ces échecs vont nous permettre de, petit à petit, de faire des meilleurs choix parce que c'est en fonction de soi. Mon maître Michel Bouquet, les premières phrases qu'il m'a dites, « Connais-toi toi-même ». Et effectivement, si on se connaît soi-même, on va tout de suite mieux orienter sa façon de travailler. En tout cas pour un acteur ou pour un metteur en scène. Moi, très rapidement, j'ai compris, je suis quelqu'un de grand, qui faisait 1m92, qui faisait 100 kilos, donc voilà, grand, fort, costaud. J'ai compris que le cinéma français ne m'était pas destiné. Il y avait que, dans les années 90, que des petits acteurs. Philippe Noiret était le plus grand acteur, il faisait 1m86, Gérard Depardieu fait 1m80. Tous les acteurs étaient petits. Donc, pourquoi? Parce que, effectivement, me cadrer dans une porte actuelle, on ne sait pas où mettre la mandarine. La mandarine, c'est un projecteur, par exemple. Donc, très rapidement, j'ai compris que j'allais me casser la gueule à essayer vainement de faire du cinéma. Mais que le théâtre pouvait s'ouvrir à moi. Parce que le théâtre, il y a quelque chose d'artisanal et quelque chose qui dépend beaucoup plus de soi. On est plus en direct avec le public. J'ai pas besoin de passer par des producteurs, des distributeurs, etc. Je monte ma pièce, je me loue un théâtre, je fais venir du public, et puis si ça marche, et les gens sont très touchés, ils reviennent, ils en parlent, et ça peut aller, entre guillemets, très vite. Donc, faire des choix, c'est d'abord apprendre à se connaître. Et ça, peu de gens prennent le temps d'apprendre à se connaître. Mais quand on commence à se connaître, on va se rendre compte qu'avec telle personne, on va avoir plus de mal.
parce qu'on n'est pas dans une compatibilité d'humeur, qu'avec tel autre, ça va matcher, parce que justement, on a des bons contraires. Et au fur et à mesure, on va pouvoir se forger toute une équipe avec laquelle on peut avancer. Parce qu'on n'avance pas tout seul. Apprendre à se connaître soi-même, c'est pour mieux se confronter aux autres. L'autre est la chose la plus importante. Mais pour mieux affronter l'autre, il faut bien se connaître soi-même. Donc tu parles d'altérité, tu parles de confrontation en même temps. Je dis confronter, bon, c'est un terme, mais ça peut être s'aimer, ça peut être... voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose de chaotique. Non, on n'est pas forcément dans le chaos. On peut être, même, je pense, l'important, c'est de trouver les harmonies. Mais elles sont différentes. Elles sont aussi en fonction d'un projet. Je voulais, si tu m'autorises, je voulais revenir un tout petit peu sur la notion d'instinct et d'intuition. Enfin, tu as parlé de l'instinct dans tes choix, par moments des choses que tu peux pas il n'y a pas de technique, il y aura ce que tu as dit, la soudaineté, et il y a quelque chose qui t'apparaît comme évident, c'est ça. Et quels sont je t'ai demandé quels sont tes grands choix, mais en fait ça pourrait être aussi quels sont tes grands choix instinctifs, parce que pour ma part, souvent c'est ce qui manque à beaucoup de gens, c'est de faire confiance à leur instinct. Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que on nous a mis dans un contexte de scolarité où celui qui a raison est le professeur. Le professeur a raison. Il faut avoir la bonne note du professeur. La bonne note du professeur, moi, très rapidement, je m'en suis dédouané. Et c'est ça qui a fait que, du coup, j'ai fait le choix du théâtre. Parce qu'évidemment, tout le monde me disait, mais enfin, t'es fou quand même. T'es bon à tes études, pourquoi tu vas faire du théâtre? C'est un métier où il n'y a pas de boulot, où c'est quand même très très difficile, où il faut être le fils d'eux pour avoir un autre genre, réussir, etc. Mais moi, c'est ça que j'ai envie. C'est ça qui me forge depuis l'âge de 4 ans. J'ai envie de réciter des textes, j'ai envie d'être sur scène. Pourquoi je ne le ferai pas? Je vais le faire. Et pourquoi je ne réussirai pas? Je vais réussir. Je vais réussir, mais je ne sais pas, comme... On voit toujours des réussites, mais les réussites, elles se voient à la fin. Donc, je construis mon chemin. J'essaye de grandir avec. Ça veut dire que, oui, je vais me forger toute une culture. Je vais aller beaucoup au théâtre, je vais beaucoup lire, je vais m'inspirer de beaucoup de gens. Et ces différentes inspirations vont me transpercer personnellement et à un moment donné vont me dire, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Pas parce que machin a fait ça, pas parce qu'à un moment donné, je l'aurais intégré comme un chasseur. Il va commencer à connaître son terrain, le gibier, écouter les oiseaux, regarder les arbres, etc., etc. Il y a une méthode un peu indienne dans l'instinct. L'instinct, c'est être à l'écoute des choses et se rendre compte que là, c'est intéressant d'intervenir, là c'est intéressant de ne pas intervenir. Là c'est intéressant de se faire aider, là c'est intéressant de foncer tout seul. C'est ces choses-là qui ne s'expliquent pas et qui peuvent aussi s'expliquer parce que au départ il y a un individu qui est passionné. Et la passion crée l'instinct, l'envie, l'envie d'exploiter quelque chose, de réussir quelque chose. Cette envie-là, elle génère l'instinct. Alors effectivement, notre société fait que le professeur a raison, que si tu n'as pas fait telle étude, c'est que tu ne sauras pas, etc. Puisqu'on est dans un mode de sélection, notation, humiliation en permanence. Depuis la maternelle, c'est que ça, on note, mais une note ne veut rien dire, elle ne correspond pas à grand-chose, si ce n'est que elles peuvent donner une certaine idée de comment l'élève se comporte dans un système scolaire, c'est tout. Mais derrière, comprendre,
quelles sont les envies, quelles sont les forces, essayer d'intéresser les gens. Voilà, moi c'est vrai que comme j'avais la passion du théâtre, j'ai été au cours Claude Mathieu, c'est un professeur extraordinaire qui a 94 ans maintenant et qui a formé Michel Piccoli, Samy Frey, Bérengère Dautin, enfin une masse d'acteurs incroyables. Et lui, des fois, restait jusqu'à 2h du matin à donner son cours sur Claudel. Certains trouvaient ça chiant. Moi, je me suis nourri de cet homme-là. Nourri de sa passion. Et pourtant, c'était pas forcément un professeur qui m'aimait, par exemple. Mais, il m'a nourri. J'ai rencontré un metteur en scène argentin qui m'a nourri par sa folie. Une vraie folie. Et ça m'a nourri aussi. Je me suis dit, tiens, on peut faire des choses parce qu'on est un peu fou. Parce qu'à un moment donné, on va déborder du cadre. Et le fait de déborder du cadre va créer de l'intérêt. Voilà. Oui, ça aussi, ça m'a nourri. Je me nourris de diverses choses, de diverses rencontres dans la vie. Ça crée l'instinct. L'instinct, c'est d'abord, je crois, une extrême curiosité et une envie aussi de se cultiver. Et à partir de là, le cerveau fait le reste. Il arrive à connecter et à faire des choix qu'on pourrait se dire totalement instinctifs, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils viennent d'avant, ils viennent de très loin. Ce sont des affluents qui viennent de très très loin. Et c'est ça qui est intéressant dans le processus de création, c'est d'ouvrir des synapses, de faire en sorte qu'on remplisse les vénules de chaque virgule de son propre texte. Voilà. J'aime bien ton enthousiasme, ça va de soi, et j'aime bien ton côté passionné sur ton sujet. Et je pense qu'effectivement, si on veut réussir, il est nécessaire d'avoir de la passion. Il est nécessaire d'avoir une flamme qu'on entretient. Et justement, je serais intéressé de voir comment tu entretiens, ou si elle s'entretient toute seule. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de particulier vis-à-vis de ta passion ? Tu m'as parlé, je prends un autre mot qu'on peut prendre sur ce sujet, qui serait l'amour de quelque chose. D'accord ? Oui, ben je crois que sans amour, on n'avance pas. C'est très important. Alors, par moments, cette passion, elle est générée par l'amour d'une actrice, par l'amour d'un texte, par diverses choses qui font que on réunisse toutes ces énergies pour faire quelque chose. Je crois que la vie, elle est là. Elle est que, finalement, si ce n'est que s'auto-satisfaire soi-même, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je vois les plus grandes réussites ont toujours été avec des gens qui voulaient travailler pour leur famille, pour ci, pour ça, pour leur patrie, pour... Il y a toujours d'autres raisons. Et ces autres raisons construisent les choses. C'est pour ça que, par exemple, dans cette période de Covid, où le théâtre devient non essentiel, on meurt tous, parce que nous, on construit l'instantané, le présent. Le Covid nous amène qu'à la nostalgie ou le souvenir, ou l'espoir de faire quelque chose, mais jamais le présent. Et effectivement, remplir son présent, essayer de croire à ce qu'on va faire, c'est la chose la plus difficile. Alors, ça passe par faire plaisir des fois à quelqu'un, être fier vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses parents, etc., etc. Ça, ce sont des choses qui sont capitales, je crois. Je crois que l'autre est capital. Et les rencontres avec l'autre sont capitales. Moi, je peux dire une chose comme ça, juste entre nous, mais c'est vrai qu'on se connaît depuis très longtemps, Hervé. Mais tu es quelqu'un qui m'a beaucoup construit. Parce que te rencontrer me nourrit. M'a toujours nourri depuis l'âge de 15 ans. On s'est connus à 15 ans. À chaque coup, je me suis dit, mais je vais faire comme lui. Je vais essayer d'avoir son énergie.
Et ça, c'est important d'avoir aussi des maîtres, des gens qui vous motivent, des gens qui font qu'on a envie d'être comme eux. Des fois, vaut mieux pas les rencontrer, mais par moments aussi de les rencontrer, ça motive. Et je crois que, bah oui, l'amitié, l'amour font partie de tout ça. Alors, je voulais revenir justement sur l'amour, en particulier, plus que l'amitié, là, qui pourrait nous lier. Mais l'amour, dans le sens, pas passionnel, mais dans le sens, enfin, prends l'essence que tu veux du mot amour. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue ensemble et on avait parlé de l'amour sauvage. Et pour moi, si on parle de traversée, je pense que justement, dans les grandes traversées, il y a l'amour. Ah oui. Effectivement. Alors, après, quelle sorte d'amour ? C'est toujours la difficulté, parce que on peut mettre dans l'amour la notion de sexualité. Donc ça, elle est importante, parce que ce sont des choses que l'on fait pour quelqu'un qu'on aime et qui passe aussi par une sexualité, une envie de rencontrer des corps. Donc il y a quelque chose de je dirais, de tactile. Voilà. Après, il y a l'amour que l'on peut porter à des entités, à des valeurs, à une notion, je sais pas moi, un pays, enfin j'en sais rien, c'est toutes ces choses-là. Et donc, on veut évidemment, par amour, montrer que on fait partie du pays. Donc tout ça, ça fait avancer. Et je crois que quand on enlève ça, il n'y a plus de sucre aux choses. Et c'est vrai que pour moi, c'est une notion importante. Et cette notion, elle est d'autant plus importante que elle en fait tout le sel, toute la force. On parle souvent des rapports hommes-femmes, etc. Et j'entends beaucoup de débats là-dessus. Mais quand un homme et une femme s'aiment, il n'y a rien de plus fort. Et il n'y a rien de plus constructif. Et on dit souvent, derrière les grands hommes, il y a toujours une grande femme. Mais ça pourrait être pareil, derrière les grandes femmes, il y a toujours un grand homme. J'imagine que c'est tout à fait le cas aujourd'hui des grandes femmes. Oui. Alors, potentiellement, ça m'est égal que ce soit un homme, que ce soit une femme. Oui, non, mais je dis ça. J'entends très bien voilà. ce que tu dis. Hein. Ce que je veux dire, c'est que derrière ça, il y a cette puissance-là. La puissance de l'amour. Oui, la puissance de l'amour. Et ça, elle est importante. Parce que cette réciprocité donne beaucoup de force. Donc, oui, pour répondre à ta question, je crois qu'il n'y a pas de grande traversée sans amour. Mais que un amour n'est pas non plus une entité magique et belle et entre guillemets romantique. Non, c'est un chaos. C'est un chaos permanent. C'est comme la marche. C'est un côté droit, un côté gauche, un côté droit, un côté gauche. Et l'équilibre tient du déséquilibre. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui fait le ressort de notre humanité. C'est qu'on est installé pour vivre dans le chaos. Et que tout le monde aspire à cette idée de l'harmonie. Mais l'harmonie ne tient que parce qu'il y a chaos aussi. Voilà. Et que si on vous met juste dans l'harmonie des choses, très rapidement, tout le monde s'ennuie. Et qu'on a besoin, encore, on revient au départ, de cette soudaineté, de ces choses, de ces fulgurances qui vous traversent. L'homme doit être traversé de fulgurances. S'il n'a pas ça, en tout cas, il n'est pas fait pour entreprendre. Alors, merci de cette tirade sur l'amour, parce que c'est un sujet qui m'anime particulièrement. J'avais envie que tu nous parles aussi de peut-être tes grandes difficultés, si tu veux en prendre une ou deux. Et pas pour qu'on rentre dans le pathos, même si après la forme que ça prend, c'est toi qui nous la racontes, c'est ton choix. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu t'en sors. Qu'est-ce que tu apprends ?
Qu'est-ce que ces difficultés de la vie, quelles qu'elles soient, t'ont apprises? Qu'est-ce qui t'a fait grandir, on va dire? Puisque tu nous as parlé de ce qui t'a enrichi, d'accord? Qu'est-ce qui t'a fait grandir? Effectivement, on grandit aussi de ces difficultés. On grandit de ces, je dirais entre guillemets, échecs. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que l'échec a une espèce de point final qui n'existe pas. Oui, une connotation négative qui est juste... Oui, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne réussit pas tout. Mais, par contre, on peut en comprendre les ressorts et faire que dans une situation similaire, on va peut-être avoir d'autres réflexes. Alors évidemment, c'est souvent lié à sa position sociale d'enfant. Et vaincre ces démons de l'enfance, c'est par moments mieux réussir les choses. Moi, j'ai vécu dans une grande humiliation. Donc, par exemple, je ne supporte pas ces états d'humiliation et cela m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je prenne les choses en main. Parce que, étant celui qui décide, je ne serai plus celui qui serait humilié. Entre guillemets. Et donc, oui, ça m'a donné finalement beaucoup de force. Parce que pour sortir de ces états d'humiliation, il fallait que je prenne les choses en main. Voilà. Je suis celui qui doit marquer les buts. Entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça. C'est intéressant aussi de le comprendre et de ne pas le reproduire. Donc, par exemple, quand je travaille avec des grosses équipes, les gens apprécient beaucoup d'être dans un état de travail généreux et de ne pas subir ces humiliations qu'il peut y avoir vraiment dans les métiers artistiques, où c'est très facile d'humilier un acteur, par exemple. Parce que l'acteur se donne pour le metteur en scène et que dès l'instant que quelqu'un se donne, on peut très facilement dévier les choses. Donc effectivement, c'est des choses importantes. Il y a ces notions-là. Après, il y a la notion aussi dans son enfance de comprendre son rapport avec ses parents. Et par moments, on n'est pas dans la même... Moi, je dis souvent, par exemple, avec mon père et ma mère, j'ai les mêmes racines, mais je n'ai pas la même exposition au soleil. Donc oui, je ne vais pas les nier, mais je ne fais pas pareil qu'eux. Oui, parce que je ne suis pas forcément en accord avec... en droite lignée. Voilà. Mais, par contre, je ne nie pas. Donc oui, je suis un arbre qui a les mêmes racines, mais qui n'a pas la même exposition au soleil. Et voilà. Et ben, j'ai mis du temps à trouver cette formulation qui m'aide. Parce que mettre des mots sur ces sentiments, c'est un début de construction. Et ça, c'est souvent la difficulté, c'est de trouver le mot juste. Je n'aime pas, par exemple, le mot sincérité quand on parle des acteurs. Parce qu'on aime qu'un acteur soit vrai. Mais la sincérité engage une certaine morale. C'est qu'il y a... c'est bien d'être vrai. Non, c'est pas forcément bien. Qu'est-ce qui va dire ça? Et donc, moi, par exemple, le mot sincérité me gêne. Mais on dit souvent, c'est un acteur, il est formidable, il est sincère. Ça veut dire quoi, il est sincère? Non, il est vrai. Il parle à toi, mais sincère. Sincère, il y a cette notion morale qui moi, me dérange. Sincère, priez pour nous. Okay. Voilà, par exemple. Et donc, le choix des mots. Le choix des mots pour une meilleure construction des choses. Alors effectivement, ça c'est un travail de metteur en scène. Parce que quand vous travaillez avec de très grands acteurs,
ils ont une connaissance des sentiments tellement fine, tellement précise, que tel terme peut dévier l'interprétation d'un acteur. Et lui va sentir que, avec tel terme, non, il me demande d'être impitoyable, c'est pas le personnage à ce moment-là. C'est pas impitoyable. C'est peut-être qu'il me demande de faire des choix plus... Enfin voilà, il faut trouver le juste terme. Voilà. Et ça c'est c'est toute la difficulté quand on met en scène, c'est que plus les acteurs sont, je dirais, performants, de très grande qualité, plus il va falloir être très très précis dans ces termes. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, le tailleur de pierre qui, quand il taille un diamant, il peut pas faire d'erreur. Parce que sinon, il casse la pierre. Voilà, il la foudroie. Donc il y a des choses où quand vous sculptez du marbre, c'est là où on met le burin, faire attention, parce qu'on peut péter la pierre complet. Donc il faut faire très très attention, il faut être très précis, et bien comprendre ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu retiens pour toi? Tu n'es pas en fin de carrière, il y a encore plein de choses devant toi, et surtout qu'un acteur et un metteur en scène en général continue tant qu'il pourra continuer. Ah oui, ça je confirme, il n'y a pas de retraite chez les acteurs. C'est ça. Et donc en conséquence, je dirais, à l'âge où tu as maintenant, quand tu regardes comme ça, sans t'épancher, c'est quoi tes grandes réussites? C'est quoi tes grandes fiertés? C'est quoi les choses qui t'ont marqué et qu'est-ce que tu peux en dire? Les grandes réussites, c'est souvent de réaliser des rêves d'enfant. J'ai rêvé de jouer, d'être un acteur, je sais pas, qui a un rôle très important dans un théâtre privé. Je l'ai eu, j'ai joué signé Dumas, avec David Sardou dans une mise en scène de Tristan Petit-Gérard. C'était un moment fort, très fort. J'ai fait aussi d'autres pièces, quand j'ai joué Qui es-tu Fritz Haber, etc. Où j'ai voulu faire de la mise en scène, j'ai obtenu le Molière du meilleur spectacle théâtre public. C'est quelque chose d'énorme pour une compagnie qui n'est très peu subventionnée, que d'être primé pour un spectacle avec en face comme concurrent la Comédie Française, l'Odéon, des théâtres qui ont des moyens surdimensionnés. Donc oui, ce sont de grandes fiertés, parce que je me dis, voilà, j'ai quand même réalisé des... Qu'est-ce que tu en retires? C'est ça qui m'intéresse le plus. Après, ce que j'en retire, ce que j'en retire, c'est que finalement, ces choses-là, elles m'ont construit, mais il faut que je retrouve d'autres motivations. Et le cœur de la motivation, je la tiendrai à une phrase, c'est que je ne fais pas un métier, mais je fais une aventure. Et que j'ai le goût de cette aventure. C'est-à-dire que je ne prends pas les choses comme un métier, qui a un début, un milieu, une fin, mais je suis là pour vivre une aventure. Et que mon métier, entre guillemets, est une aventure, d'abord et avant tout. Alors les grandes aventures qui te restent à vivre ou que tu as envie de vivre, ça serait quoi? Elles me sont inconnues et elles se dessinent à moi avec les rencontres que je fais. Là, je prépare un spectacle sur la guerre d'Algérie. Ça s'appelle La balle de l'autre côté de l'eau. C'est gigantesque. On a écrit ce spectacle avec Pierre-Olivier Scotto. Ça fait 2h15. Il y a 33 tableaux, 33 changements de décor. C'est un spectacle très fort émotionnellement. J'ai rencontré plein de gens pour faire ce spectacle. Des anciens du FLN, des anciens appelés, des anciens de l'OAS. Tout ça me construit. Je prépare un spectacle sur la rafle du Veldiv.
mais sans en parler vraiment, qui s'appellera Rentrée 42. Et c'est l'histoire d'une classe d'une école, et c'est la rentrée des classes, on est le 1er octobre, les enfants rentrent, et il n'y a pas d'élèves. Qu'est-ce qui se passe ? Une école sans élèves. Ils ont tous été raflés, mais personne ne sait où ils sont partis. C'est ma façon de raconter l'histoire. Que font ces maîtresses là qui vont se retrouver dans une classe sans élèves ? C'est le comble. Vous vous préparez une rentrée et tous vos élèves sont pas là. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pensez ? Ça, je me suis dit, sont des sujets qu'on n'aborde pas. Parce que l'histoire, voilà, etc. Je vais travailler aussi sur une pièce sur l'alimentation, par exemple. Donc oui, tout ça me traverse et ça me fait rencontrer plein de gens. Donc ce sont ça mes challenges. Mes challenges, c'est de trouver des sujets qui vont nourrir ma vie, parce qu'une pièce de théâtre va me nourrir dans ma vie pendant 2, 3, 4, 5 ans. Les relations que je vais trouver. Quand on a joué Qui es-tu, Fritz Haber ? Fritz Haber était le plus grand chimiste du début du siècle. Il a inventé notamment les pesticides. Tu veux dire du 20e ? Oui, du 20e, pardon. Je me suis trompé. Et donc c'était un chimiste qui a sauvé le monde de la famine. Le procédé Haber-Bosch est encore utilisé. Alors, il y a des détracteurs, hein, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'à une époque, ça a quand même sauvé le monde. Et c'est lui qui a inventé les gaz de combat, notamment le gaz moutarde. Bon, donc, vie d'un homme très compliqué, qui avait pour amis Einstein, Bosch, Ernst, enfin bref, Planck, etc., etc., enfin bref, tous les plus grands chimistes et physiciens de l'époque, qui étaient ses employés même. Voilà, donc cet homme-là, sa femme s'est suicidée parce qu'il avait créé les gaz de combat. Donc, des choses quand même terribles. On joue ce spectacle. On se retrouve le lendemain de Noël. On parle de ce spectacle. Et d'un coup, dans la salle, il y avait l'arrière-petite-fille de Fritz Haber. C'est très étonnant. C'est incroyable. Je monte un spectacle sur Caserio anarchiste, celui qui a tué le président Sadi Carnot. Un soir, on joue. On avait une interview après sur France Inter, on doit partir vite. Dans la salle, il y avait toute la famille Sadi Carnot, qui avait écrit sur le livre d'or qu'on avait, on ne lui en veut pas, etc. Et ce jour-là, il y avait Sandra Caserio, une descendante de Caserio. C'est incroyable. Dans la même salle. Dans la même salle. Et moi, j'appelle ça la croisée des chemins parallèles. La force des vies réussies, c'est quand on croise des chemins parallèles. On ne devait jamais se rencontrer et on se rencontre. Parce qu'on a fait quelque chose. Ceux qui ne font rien rencontrent personne. Ceux qui entreprennent vont rencontrer des gens et vont, contre cette loi mathématique, ils vont créer cette chose impossible de faire que des parallèles se croisent. Et ça, pour moi, c'est aussi la force d'entreprendre, d'aimer, de faire, de construire, d'essayer de comprendre pourquoi on est là sur Terre. Voilà. Et quand on arrive à ça, ça remplit une vie, beaucoup plus que l'argent, que n'importe quoi. Je vais te laisser le mot de la conclusion. Je vais juste te poser 2 questions et tu choisiras la question que tu veux répondre. La première question, ça serait si tu avais dû faire un choix entre ton métier et au fond l'amour que tu as pu recevoir des gens extraordinaires que tu as pu rencontrer. C'est une question un peu absurde, mais c'est juste... oui, totalement. C'est juste
Elle est impossible. Hein. C'est ça, bien, ça me va très bien alors. Elle est impossible parce que c'est par amour Tu réponds déjà à la première. que j'ai construit aussi ce métier. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je crois que tout est lié. Il n'y a pas de choses... on n'est pas dans le cantonnement des choses. On rentre pas dans une salle aseptisée. Alors là, c'est mon boulot, et puis là, c'est ma vie de famille, et puis là, c'est ma vie amoureuse. J'y crois pas à ça. Ceux qui veulent faire ça s'explosent à un moment. Alors à un moment donné, par moment, il faut cantonner parce que tout peut déborder et que la cocotte peut exploser. Mais c'est souvent parce qu'il y a brassage qu'il y a embrassage. Voilà, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, c'est... Tu peux me reciter la citation de Victor Hugo ? Vivre, c'est choisir. Aimer, c'est agir. Ça sera notre conclusion. Merci Xavier. Salut. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.